Au bout de 3 ans, je sens que j'ai plus de perspective d'évolution, que ce qui se profile devant moi, c'est 15 ans, voire même plus, des années devant moi, à attendre tranquillement ma retraite, ce qui ne me convient pas du tout. Et puis surtout le Covid. Vous vous apprêtez à écouter la première partie d'un podcast des Déviations. Notre média raconte les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, nous vous donnons rendez-vous sur notre site et nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez nos podcasts sur Acast et autres plateformes de streaming. Tout de suite, un nouveau portrait, une nouvelle histoire, une nouvelle déviation. Bonjour, je m'appelle Marine. Avant, j'étais chargée des ventes collectivités dans une structure artistique et culturelle. Et maintenant, je suis fleuriste au Georges V. Est-ce que tu peux commencer par me parler de ton enfance, me dire d'où tu viens, dans quel environnement tu as grandi ? Je viens de Sologne. J'ai grandi dans une grande maison au milieu de la forêt avec mes parents et ma sœur. Donc une enfance pleine de nature, toujours à l'extérieur. Et plutôt enfance, oui, très nature, avec des parents qui nous ont toujours sollicités à découvrir une sensibilité artistique par des activités manuelles, par la nature, par tout ce qui nous entoure. Justement, ça, je vais en revenir un petit peu plus en détail. D'abord sur le côté nature. Tu m'avais dit que tes grands-parents étaient agriculteurs et donc tu as grandi dans les champs, aussi entouré de fleurs. Est-ce que tu peux m'en dire quelques mots ? C'est lié, alors ouais, mes grands-parents, mes parents. Alors déjà, ma grand-mère, elle a vraiment la main verte. Elle fait tout pousser, tout le temps, n'importe quoi, que ce soit des cacahuètes, que ce soit des fleurs improbables. Donc j'ai toujours grandi dans un rapport à la terre extrêmement présent, un rapport aux saisons, au temps. Où forcément un été sec avait des conséquences sur les récoltes, un hiver trop pluvieux, la forêt aussi forcément, une forêt en été qui est en difficulté à cause de la canicule. Donc la saisonnalité et le temps a toujours eu une grosse place dans mon enfance et même encore aujourd'hui, parce que tout ça a rythmé mon quotidien. Mes parents qui avaient également un potager forcément. Donc moi j'ai grandi vraiment au rythme des saisons et de ce que la nature avait envie d'offrir en été, printemps, voilà. Et les fleurs à ce moment-là, est-ce que ça t'intriguait déjà quand tu étais petite ? Alors les fleurs m'intriguaient et en même temps les fleurs étaient toujours présentes. Par exemple, en début janvier, février, quand il y a encore les petites gelées, un petit peu de neige, il y a les perce-neige qui arrivent dans la forêt. C'était un moment hyper attendu pour ma sœur, moi, ma famille, d'aller se balader en forêt pour aller au coin où on avait les perce-neige qui pointaient le bout de leur nez. Au printemps, c'était les jonquilles devant la maison qui poussaient sauvages. C'était vraiment pas des jonquilles qui avaient été plantées à un moment donné, mais qui maintenant étaient complètement libres de pousser au moment du printemps. Donc ça a toujours été là, toujours autour de moi, toujours marqué par les saisons, mais c'était pas quelque chose où je me disais ah bah super, je vais faire un bouquet ou non, ça a toujours été là, c'est là. Et tes parents, est-ce que tu peux me dire quels étaient leurs métiers et ta relation avec eux, me parler un peu d'eux ? Alors mon père, il travaillait dans une maison de retraite, maintenant il est à la retraite, mais il travaillait dans une maison de retraite et en parallèle il était photographe. Et ma mère, elle est plasticienne et elle intervient également dans des écoles, dans des collectivités, dans des mairies pour proposer des ateliers d'art plastique. Et donc tes deux parents ont tous les deux une dimension un peu artistique dans leur profession, chose que toi, ils t'ont un peu transmise au départ en faisant un peu des activités manuelles avec eux, c'est ce que tu m'avais raconté. Ah oui. Mes parents forcément ont... c'est vraiment... ça a toujours été présent. C'est-à-dire que mon père, il faisait énormément de photos de nature, d'arbres. Il faisait aussi des portraits, bien évidemment, mais
ça a toujours été présent, il a toujours travaillé son œil pour pouvoir réussir à capter exactement ce qu'il voulait avec, alors moi je ne m'y connais pas, mais avec la lumière qui va bien. Il avait sa chambre noire à la maison pour pouvoir tirer ses photos. Donc, il y passait des heures. Enfin, c'était vraiment quelque chose de très important pour lui. Et ma mère, elle peignait à la maison. Elle avait son tour poterie. Elle faisait des fours à la maison. Il y avait beaucoup d'amis qui venaient pour faire des œuvres collectives avec du papier mâché. On faisait des grands personnages en fer et puis on mettait du papier mâché dessus. Enfin, ça a toujours été présent. On peignait, c'était vraiment présent tout le temps. On faisait de la poterie tout le temps. Et quand tu étais petite, tu t'imaginais faire un métier avec le monde artistique? Non, quand j'étais petite, je voulais travailler. Mais j'avais pas encore. C'est venu après de vouloir me rapprocher du milieu artistique et culturel, mais au tout début, j'avais juste cette envie de travailler. Et au fur et à mesure de ma vie, de ma vie à 13 ans, mes parents m'ont emmenée au Théâtre du Peuple de Busan pour aller voir un spectacle là-bas. Et donc c'est un théâtre absolument magique qui a été créé par Maurice Potcher. C'est un théâtre en bois qui est niché, qui est lové vraiment au cœur de la forêt vosgienne. Et il y a le fond de scène qui s'ouvre dans chaque spectacle. Et c'est magique. Et moi, quand j'ai vu ça, j'avais 13 ans. Et je me suis dit, waouh, c'est dingue. Et tout de suite, je suis ressortie là et je me suis dit, je veux travailler dans un théâtre. Je ne sais pas où, je ne sais pas comment, mais je veux travailler dans un théâtre. Et comme tout ça, lié à mes parents, avait du sens de travailler dans... j'avais cette sensibilité artistique. Donc forcément, je me suis dit, c'est là qu'il faut que j'aille, parce que c'est là où je m'épanouirais le plus. Mais en même temps, je ne savais pas trop comment. Et donc c'est là où ça a commencé. C'est-à-dire que j'ai commencé à faire du théâtre, à faire de la mise en scène, à jouer. Et puis finalement, petit à petit, j'ai commencé tranquillement à me ranger vers l'administratif, à lâcher un peu l'artistique pur et dur. Ça, je vais y revenir plus en détail. Donc comme tu l'as dit, tu suis des cours de théâtre avec l'envie de te rattacher à ce milieu. Mais bon, avant, il faut quand même passer par la case école. Ouais. Est-ce que tu peux m'expliquer comment ça s'est passé pour toi? Quel genre d'élève t'étais de la primaire au lycée? J'étais une élève chaotique, alors pas forcément perturbante dans les cours, mais je ne comprenais pas ce qu'on attendait de moi à l'école. C'était très compliqué. Ça a été une scolarité très compliquée, mais jusqu'à la fin, parce que j'ai quand même un master, donc j'ai quand même persévérer dans quelque chose qui ne me convenait pas du tout et que je ne comprenais pas. Donc non, ça a été très très compliqué parce que j'allais à l'école parce qu'il fallait aller à l'école, mais je ne rentrais pas dans le cadre académique et je ne comprenais pas ce qu'on attendait de moi. Donc forcément, toujours à côté. Et donc après le bac, tu as commencé à faire des études un peu dans le théâtre. Est-ce que tu peux me dire les premières études que tu as faites jusqu'à ton master finalement je ne sais plus dans quelle ville tu l'avais fait, mais avant de monter à Paris. Ouais, j'obtiens mon bac et en fait, je file à Metz, en Lorraine, donc pour me rapprocher de ma famille maternelle qui est là-bas. Et surtout parce que je pars à Metz pour faire une licence en art du spectacle. Et donc, du coup, j'ai commencé à me diriger tranquillement vers le métier que je souhaitais faire. Alors, au début, c'est très flou. Je sais que je veux faire du théâtre, je sais que je veux travailler dans un théâtre, mais je ne sais pas trop quoi, comment. Donc, c'est vraiment à Metz que je vais tester plein de choses avec cette licence. On va monter une compagnie de théâtre, on va faire des spectacles, je vais jouer, je vais mettre en scène. Je fais pas mal de choses, tout en parallèle de mes études. Et puis, en fait, petit à petit, commence à se dessiner autre chose parce que la vie d'artiste, moi, me convient pas. Me convient pas dans la rémunération, dans la manière de travailler, d'aller chercher des cachets, de devoir... ça me convenait pas. J'ai besoin plus de stabilité et du coup, la raison a fait que j'ai progressivement mis ça de côté pour me diriger plutôt vers le côté administratif du milieu artistique. Parce que le côté administratif, qu'est-ce qui t'intéressait là-dedans à cette époque? Alors, à l'époque, ce qui m'intéressait, c'était vraiment le développement. J'étais un peu dans ce qu'on appelle la culture pour tous, donc c'était comment rendre accessible la culture.
à travers le métier de chargé des publics. Donc c'est vraiment, on a un objet artistique qui est une pièce de théâtre, et c'est comment amener cette pièce de théâtre, enfin comment amener du public dans cette pièce de théâtre et que cette pièce de théâtre soit comprise par tous, parce que c'est pas forcément évident. Il y a des pièces de théâtre où il y a plein de gens qui vont pas vouloir y aller par peur de pas avoir les codes, par peur de se sentir ridicule, par peur de pas comprendre ou par méconnaissance complète de ce secteur-là. Et donc du coup, j'avais vraiment envie de partager cette passion que j'avais, parce qu'elle est toujours présente. Moi, j'adore aller au théâtre. J'avais envie d'inviter les gens à y aller par eux-mêmes et se dire, mais en fait, c'est hyper chouette d'aller, que ce soit voir un Molière ou quelque chose de beaucoup plus contemporain. Et donc, du coup, je trouvais que ça avait du sens pour moi de rendre accessible la culture, donc le théâtre en l'occurrence. Et donc pour suivre cette voie administrative dans le théâtre, c'est là que tu vas monter sur Paris. Est-ce que tu peux déjà me dire pourquoi Paris, comment ça s'est passé ton arrivée? Donc je passe 5 années à Metz. Et puis au bout d'un moment, je me rends compte que si je veux trouver du travail et si je veux vraiment continuer à me former dans du côté administratif, il faut que j'aille à Paris, parce qu'à Paris, c'est là que ça se passe. Le secteur artistique et culturel est quand même bouché, il y a peu de postes, et forcément, il y a beaucoup plus de chances de trouver un travail sur Paris, étant donné que c'est proportionnel au nombre de théâtres et de lieux culturels que tu peux retrouver dans une ville. Donc du coup, je décide de partir à Paris, et puis c'était un rêve pour moi, Paris, parce que moi, je venais de Sologne, au milieu de ma petite forêt, campagnarde, la ville lumière, ça fait rêver, donc forcément c'était vraiment quelque chose que je voulais faire, que je voulais découvrir. Donc du coup, j'avais la bonne excuse pour partir à Paris, et donc j'arrive à Paris. Et là c'est rude, et là c'est très rude, parce que moi j'étais à Metz, et qu'à Metz, pour 300 €, on a un 70 mètres carrés avec une vue imprenable. Et puis les garants, il n'y a pas de souci. Et puis on peut être étudiante. Et à Paris, c'est pas possible. Donc du coup, ça a été très rude, parce que je suis arrivée pour faire des études, pour continuer mon master, commencer mon master. Et en fait, j'arrive pas à trouver de logement. J'ai pas les bons garants. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va, donc j'abandonne mes études pendant un temps. Je trouve un poste, un CDI en restauration. Et au moins j'ai le CDI, donc le CDI m'ouvre un logement. Et finalement, je m'installe dans ça pendant un an pour stabiliser la suite de mon parcours à Paris. Et puis au bout d'un an, j'arrive à reprendre mes études. Donc je fais pas mal de jobs en parallèle, forcément, pour pouvoir financer cette vie-là. Et je reprends mes études c'est donc master études théâtrales. Et en parallèle de ça, je fais des stages également, pour pouvoir avoir une formation optimale, parce que les études en théâtre, c'est souvent très général, ça apporte une culture générale. Mais après, savoir faire un métier administratif dans le milieu culturel, c'est encore autre chose. Donc forcément, pas préparé à la vie d'après. Donc moi, je me prépare avec des stages en parallèle de mes études. Et donc ce master, avec tous ces stages, finalement, tu finis par l'obtenir, ton master. Et tu as une première expérience à l'Académie Fratellini. Est-ce que tu peux m'en parler, déjà me dire que tu as eu ton master et me parler de ta première expérience professionnelle? Donc j'obtiens mon master en études théâtrales, et puis je commence mon parcours professionnel à l'Académie Fratellini. Et ça, c'était hyper chouette. C'était hyper chouette parce que l'Académie Fratellini, c'est un super beau chapiteau de 1500 places, tout en bois. Et on a la chance de travailler avec les élèves de l'Académie Fratellini, donc des futurs circassiens. Et quand on travaille là-dedans, c'est super d'avoir les artistes vraiment juste à côté pour pouvoir donner envie aux enfants, pouvoir découvrir c'est quoi l'univers du cirque, c'est quoi les circassiens, etc. Et donc c'est un métier j'étais à la place où j'avais envie d'être à ce moment-là, puisque j'étais chargée des publics scolaires. Et c'était un lieu magique à défendre, des spectacles dingues.
avec des très belles compagnies, les circassiens apprentis juste à côté. Donc, ouais, très très belle première expérience dans ce domaine-là. Et donc, au bout de combien de temps et pourquoi est-ce que cette expérience, elle se termine ? L'expérience s'est terminée au bout de 6 mois, puisque j'étais sur un remplacement de congé maternité. Donc forcément, il fallait que cette aventure se termine à un moment donné. Et donc la deuxième et dernière expérience, on va dire, dans l'administratif que tu as eue, c'est donc dans ce fameux centre culturel. Explique-moi déjà comment est-ce que tu as trouvé ce poste et pourquoi est-ce qu'il t'a tiré au départ ? Pourquoi est-ce que tu as décidé de rentrer dans ce centre ? Donc après l'Académie Fratellini, alors moi, j'ai besoin de travailler dans un lieu qui rayonne. J'aime bien les grosses structures, j'aime bien travailler dans des endroits où le nom fait sens, où ça rayonne, où il y a une histoire qui se passe, où il y a quelque chose. Donc forcément, je vise toujours des gros machins, des grosses structures, des grosses entreprises. Et du coup, très vite après l'Académie Fratellini, je me retrouve à chercher du travail. Mais en fait, les choses s'imbriquent très très vite parce qu'en l'espace de 2 semaines, je me retrouve déjà dans cette nouvelle structure. Et du coup, moi, ce qui m'a attiré dans cette structure, c'était le rayonnement national d'une structure qui a une énorme programmation culturelle, des très beaux espaces, des très belles salles de spectacle, une belle programmation. J'avais envie d'aller défendre ça parce que moi, j'étais déjà spectatrice dans cette structure avant, par sa programmation danse, et je me suis dit, là, c'est l'opportunité de pouvoir continuer mon parcours là-dedans, sachant qu'au début, moi, j'avais signé pour un CDD de 2 mois. Donc, je m'étais dit, on prend ce qu'on a à prendre, on gagne en expérience, on a le CV derrière, mais c'était une structure à l'époque qui avait déjà la réputation de ne pas prendre en CDI. Donc, moi, j'y suis allée en me disant, voilà, je suis là pour 2 mois, je donne mon maximum, je prends, et on verra après ce qui se passe. Et finalement, je signe un CDI. Avant de rebondir sur ton CDI, etc., je marque un point sur quelque chose que tu as dit, que tu cherchais toujours des endroits avec un gros nom, etc. Ouais. D'où ça te vient ? Pourquoi cette envie de chercher à avoir un gros nom comme ça sur son CV Cette envie de travailler dans des gros lieux avec des grands noms, je pense que c'est un peu un challenge. Alors, un challenge, déjà, d'une part, et un peu une revanche. Sur moi, sur mon enfance, sur les choix que j'ai faits professionnellement, où parfois mes choix professionnels pouvaient apporter un désaccord. Alors je ne vais pas dire dans ma famille parce que c'est une personne en particulier, c'était ma grand-mère paternelle, qui n'a jamais perçu d'un bon œil mes choix de vouloir me lancer dans le théâtre. Elle m'avait dit une fois, c'est une phrase qui m'a profondément marquée, elle m'avait dit « Marine, quand tu m'as annoncé que tu voulais faire du théâtre, j'ai tout de suite pensé future intermittente du spectacle au chômage. » Et ça m'a marqué. Ça m'a marqué, ça m'a blessée, qu'on ne croit pas en moi, et je me suis dit « Ok, il faut que je prouve qu'elle a tort, il faut que je me prouve à moi-même que j'ai raison de suivre mon cœur et de suivre mes choix. » Et donc, il faut que j'aille dans des endroits où on ne me posera pas la question de c'est où, c'est quoi, on ne connaît pas, c'est un petit... Non, je dis le nom et tout de suite, on sait de quoi je parle. Et hormis la remarque de ta grand-mère, t'as entendu des fois des préjugés comme ça sur les carrières dans le théâtre que, je sais pas moi, c'est pas un vrai métier, ah bah oui. Des trucs comme ça. Bah oui. Ah bah c'est pas un vrai métier, c'est des gens qui sont un peu perdus. Quand on se lance mais je pense tous les milieux artistiques, ça ne parle pas aux gens parce que c'est flou. Quelqu'un qui est comptable, il est comptable, on sait ce qu'il est. Hein. Quelqu'un qui est professeur des écoles, on sait. Mais quelqu'un qui dit je suis artiste plasticien, déjà, alors c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on fait ? Je suis actrice, ah oui, mais où ? Au théâtre, au cinéma ? Ah bon, t'es pas dans le dernier Jacques Audiard ? Bah non, enfin, il y a plein de manières d'exprimer son côté artistique sans pour autant faire les marches d'Hollywood. Et en fait, c'est ça. J'ai l'impression que dans la tête des gens, c'est soit c'est Hollywood Cannes, soit c'est raté. Mais sauf que non, en fait. C'est pas parce que tu vas pas au Festival de Cannes que tu peux pas faire du cinéma.
et que tu peux pas être bon dans ce que tu fais et passionné par ce que tu fais et avoir raté sa vie, et pas du tout. Mais donc du coup, il y a des gens pour qui ça ne parle pas. Je poursuis sur la Grande Halle de la Villette. Donc tu signes un CDI là-bas. Quel est ton poste? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Alors à la Grande Halle, je suis chargée des ventes collectivité. Donc je suis plutôt du côté billetterie et je m'occupe de réaliser les parcours artistiques et culturels des écoles scolaires, des centres de loisirs, des entreprises et des associations. Donc moi je suis un service support, je travaillais avec une équipe qui était en charge des publics et du coup je m'occupais vraiment de la partie administrative et financière de ces publics-là. Et tu m'avais dit que cette expérience, ça a été une expérience aussi superbe que négative. Ouais. Alors on va commencer par le côté super. Est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce qui te plaisait au départ dans ce poste? Qu'est-ce qui a été génial, les expositions que vous avez pu faire à la Grande Halle? Alors au début c'était vraiment super parce que je voyais ça comme un challenge. Moi je suis quelqu'un, j'ai besoin toujours de challenge, d'être stimulée. Et je suis arrivée à la Grande Halle de la Villette, il y avait eu un changement de présidence. Donc on avait un nouveau président qui venait d'arriver. Et tout d'un coup, la programmation est devenue internationale. On ouvre les portes au public scolaire, donc vraiment on n'est plus du tout limité au niveau du remplissage des salles. Si on veut faire une salle full de public scolaire, on peut. Donc tout d'un coup, on passe de 2 classes par spectacle à parfois 53 classes par spectacle. On ouvre aussi à des grosses expositions. Et donc forcément, moi je suis dans un service qui n'est pas calibré pour ça. Et il faut qu'il le devienne. Donc tu te prends un peu des rafales parce que tout d'un coup, tu as un premier spectacle, tu te dis bon, on va faire 4-5 classes et puis finalement, il y a 10 classes, donc c'est une organisation différente, donc c'est des paramétrages différents, donc c'est un travail qui est plus rude. Et quand ton service n'est pas paramétré à devoir faire plus, ça coince et c'est douloureux. Donc le challenge, c'était vraiment de se paramétrer. On se voyait un peu comme des athlètes qui se préparaient, qui s'entraînaient pour le grand chelem, quoi, pour vraiment... Voilà, on commence la course, on est prêt. Et du coup, ça a été ça le challenge. On a eu une première exposition, Team Lab, exposition qui a vraiment cartonné et où beaucoup de monde sont venus et où du coup, c'était hyper compliqué pour nous parce qu'on n'était pas calibrés pour le faire. Et donc petit à petit, on a commencé à grandir, à se perfectionner, à mettre en place des process plus simples, plus efficaces, jusqu'à Toutankhamon, 1,5 million de visiteurs, où là, alors là, on était sur des roulettes, c'était rude, mais on était prêts. Donc c'était vraiment du challenge et on avait, Toutankhamon, c'était une super belle exposition, donc forcément très fiers de pouvoir travailler là-dessus. Et puis on avait aussi des super spectacles, on a eu le Cirque Plume, on a eu la compagnie XY, enfin... On avait à chaque fois des très belles compagnies, des très beaux artistes qui attiraient beaucoup de monde. Et du coup, c'était toujours un challenge de remplir la salle et en même temps d'y arriver sans rentrer le soir en pleurant parce que ça a été une journée horrible, de trop. Et est-ce qu'il y a une chose en particulier qui t'avait rendu fière? Est-ce que c'était par exemple l'exposition Toutankhamon ou peut-être un autre projet où là tu étais vraiment fière de ton travail, tu t'es dit là on a vraiment relevé le défi? Oui, Toutankhamon, mais il y en a eu plein d'autres où à chaque fois on s'est dit mais là on a réussi à faire un défi, un relevé, à chaque fois c'était un challenge pour nous parce que c'était toujours plus. Donc à chaque fois, quand on pensait avoir atteint un palier, en fait il y en avait un autre derrière. Et ça, je trouvais ça hyper stimulant. Mais oui, Toutankhamon, ça a été le point final de ok, là on peut pas faire plus. Et puis est arrivé à un moment où tu sentais que ça allait pas, même si tu n'étais pas encore dans une remise en question de je vais tout arrêter, mais tu as commencé à avoir des petits signaux de non, là ça me va pas dans ce travail. Est-ce que tu peux m'en citer quelques-uns de ces signaux que tu as commencé à voir et à partir de quand ils sont arrivés, au bout de combien de temps? Au bout de 4 ans, parce que j'ai travaillé à la Grande Halle pendant 5 ans et 8 mois.
je dirais avant. Au bout de 3 ans, j'ai commencé à avoir une forme de lassitude dans mon travail. C'est-à-dire qu'on avait atteint des beaux objectifs, et puis maintenant, c'était un petit peu le néant. Je commençais à m'ennuyer, à pas avoir de perspective d'évolution, ça ce qui est très problématique pour moi, parce que j'ai besoin d'être stimulée, challengée. Je peux pas me contenter de ce que j'ai toujours besoin d'aller plus loin. Donc forcément, si derrière il n'y a pas plus, moi j'ai l'impression de me rapprocher du mur et de rien voir après, à part le néant et l'ennui total. Et donc du coup, au bout de 3 ans, je sens que j'ai plus de perspective d'évolution. Que ce qui se profile devant moi, c'est 15 ans, voire même plus, des années devant moi, attendre tranquillement ma retraite, ce qui ne me convient pas du tout. Et puis surtout le Covid. Le Covid arrive. Alors le Covid n'a pas été pour moi une période de remise en question, ça a été pour moi une période d'attente interminable, parce que dans ma structure, le télétravail n'existait pas. On n'avait pas d'ordinateur, donc on a été envoyé en confinement, sans ordinateur, sans travail, sans rien. Et donc, il n'y a plus qu'à attendre dans ces moments-là. Donc 2 mois d'attente avant d'avoir un ordinateur, avant de pouvoir commencer à reprendre le travail. Et a commencé un énorme stop and go pendant 1 an et demi. La salle rouvre, donc on se prépare, la salle n'ouvre pas, donc on défait ce qu'on a fait, on ouvre mais il n'y a que 15% de la jauge, ensuite le masque, ensuite le pass vaccinal. Est-ce que les scolaires peuvent sortir ou pas? Parce que moi du coup c'était mon public sur lequel je travaillais. Ensuite, il y a eu des grèves. Enfin, ça a été un stop and go interminable. Et pendant cette période-là, moi, je suis juste en train d'attendre. Je vais au travail tous les jours en attendant qu'il se passe quelque chose. Donc, c'est très rude parce que j'ai le sentiment qu'il ne va rien se passer. Il n'y a rien, c'est un néant. Je suis dans un brouillard total. Je vais au travail, je n'ai pas envie d'y aller, il ne va rien se passer. On va travailler, puis on va défaire ce qu'on a fait. Donc, on est toujours sur la piste de départ, mais on n'y va jamais, quoi. Et à la fin de tout ça, quand les choses rentrent dans la normale et qu'on peut repartir sur une programmation à peu près normale, il n'y a plus l'histoire du pass vaccinal, les scolaires peuvent sortir à nouveau. Et là, je me dis, et donc, du coup, on a passé cette période, super, top. Et maintenant, c'est quoi la suite? Et il n'y a pas de suite. Et je sens qu'il n'y en a pas. Et c'est là où je commence à dire, j'ai besoin de plus de missions, plus de travail, j'ai faim, donnez-moi quelque chose. Et il n'y a rien qui se passe, rien. Le néant total. Vous venez d'écouter la première partie d'un podcast réalisé par Chloé Robert. N'hésitez pas à commenter, nous écrire et partager si ce podcast vous a plu. Notre média, vous pouvez le retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok et YouTube. Nous n'avons qu'une vocation, raconter les histoires des personnes ayant changé de vie. Alors à très vite pour un nouvel épisode.